deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Tidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Jacky Mouafo, journaliste et documentariste, Laurence Dong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Alors, nous parlions donc de cette opposition au Zimbabwe qui continue donc de contester l'élection du président Emmerson Mnangagwa. Jacky Mouafo, vous vouliez intervenir? Je pense que dans un tel chaos, il serait bien que les belligérants se mettent autour d'une table et décident d'un gouvernement d'union nationale. Car au bout de presque 40 ans du système Robert Mugabe, tout Zimbabwéen aimerait enfin voir la lumière. Si le président Mnangagwa est quelqu'un de démocrate, au lieu d'envoyer les militaires tirer sur son peuple qui est déjà affamé, comme le disait Maître Dabo il y a un instant, qu'il s'asseye avec son opposition sur une table et qu'il décide de ce qu'il y a de meilleur pour le pays. Je pense que 50%, 50,8%, bon... Laurence Dong comprend, pour estimer être légitime, c'est insuffisant. Je pense qu'ils sont à égalité, ils devraient se mettre autour d'une table et décider d'un gouvernement d'union nationale, tout simplement. Mais bon, je crois qu'il a fait appel à l'opposition aussi, hein, en disant que il les appelait à tourner la page de tout. Tourner la page. Un geste d'ouverture au sein de la Oui, mais il l'a appelé... c'est facile, hein, vous savez, on tourne une page et puis on continue. Moi, je pense que forcément, ils vont aller vers un gouvernement d'union nationale, compte tenu de la configuration qu'il y a aujourd'hui au Zimbabwe. Parce que s'ils veulent sortir de ces difficultés-là, parce que quand même des difficultés, il y en a au Zimbabwe. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un changement dans la continuité, malheureusement. Non, pas de changement du tout. Non, mais... pas de changement, même système. Mais, oui, même système, mais il ne faut pas oublier que lui, il est parti, il a été, excusez-moi, viré à un moment donné, il est parti. Je crois qu'il a beaucoup compris. Il est venu avec peut-être... Il fait partie du même parti politique, mais peut-être au niveau des opinions, des idées, il y a un changement qui est là. Accordons-lui quand même, accordons-lui aujourd'hui cette présomption de bonne volonté à vouloir changer son pays. Je crois que... Mais est-ce que c'est pas mal parti, compte tenu de la composition de son gouvernement? Non, mais d'ailleurs, c'est mal parti au moment où, effectivement, l'armée a tiré sur des gens. Voilà. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Quiconque qui travaille sur le plan des droits de l'homme sait qu'effectivement, à partir du moment où l'armée tire sur sa population, ça pose d'autres problèmes. Mais c'est à lui, aujourd'hui, de dépasser cela. À lui, à qui? Non, mais au président Mnangagwa, de dépasser ça en invitant son opposition à dialoguer, à trouver effectivement les voies et moyens. Ça dialogue trop en Afrique, mais au sortir, ça n'aboutit sur rien. Le problème de ces dialogues-là, c'est que on arrive aujourd'hui, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il faut continuer d'organiser des élections en Afrique? Parce qu'on a continuellement ce cycle où ceux qui sont au pouvoir, qui tiennent la machine électorale, trichent, se maintiennent au pouvoir. Ensuite, quand les populations manifestent, répriment violemment les populations. Il y a toujours des morts. Et ce sont eux, après avoir volé l'élection, qui s'érigent en donneurs de leçons, en apôtres de la paix, qui vont appeler tout le monde autour d'une table. Et le perdant reste toujours à la tête du pouvoir. Ce n'est pas possible. Il faut aujourd'hui que des voix s'élèvent pour dire que nous ne voulons plus de ces cycles d'élections volées. S'il est convaincu d'avoir gagné l'élection, c'est comme au Gabon, mais qu'il fasse le décompte, fasse le décompte dans la transparence. Pourquoi ils ne veulent pas faire ce décompte à nouveau? On va nous dire évidemment la Cour a validé. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils n'auront pas de paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas gagné l'élection et qui s'impose au pouvoir, qui plus est par la force, il n'a pas la légitimité. Du moins pas dans le cœur de la population. Et comme ils sont des adeptes de la malgouvernance, rien ne nous prouve qu'ils feront le contraire aujourd'hui parce que ça commence déjà très mal. Alors, pour ce qui est donc de l'opposition du Zimbabwe, on voit qu'elle dispose quand même d'une marge de manœuvre
assez limité depuis que la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de Nelson Chamisa. Mais d'ores et déjà, on voit quand même qu'on a une opposition qui tente de se structurer, une opposition qui entend bien montrer justement son opposition. On l'a vu avec le boycott donc, de ce discours sur l'état de la nation du président Mnangagwa. Alors, en tout cas, cette manière de faire rappelle quand même sensiblement ce que fait déjà Julius Malema en Afrique du Sud avec les nombreux boycotts qu'il fait au sein en tout cas qu'il faisait par rapport à l'ancien président. On compare les deux, mais il faut comprendre que l'Afrique du Sud, le degré de démocratie en Afrique du Sud est un peu plus élevé qu'au Zimbabwe. Dans un système complètement différent, mieux structuré. Donc, les manœuvres de Julius en Afrique du Sud portent leurs fruits, mais au Zimbabwe, je crains fort, je doute fort que ces manœuvres-là, similaires, portent des fruits. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut qu'à un certain moment, les gens écoutent le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est à lui de le retirer ou de le gérer. Il faut absolument qu'au Zimbabwe, des voix s'élèvent dans la communauté internationale pour dire non à ce qui est en train de s'y passer. Ce peuple est déjà fragilisé par des maladies, fragilisé par la famine. Il ne faut pas rajouter une guerre dans ce pays-là. Et nous sommes en train d'y aller tout droit si rien n'est fait. Alors, est-ce que l'opposition ne partait pas déjà avec un certain nombre de contraintes à ces élections? Oui. Est-ce que ce n'était pas déjà joué d'avance? On passe notamment au fait que l'opposition, la diaspora du Zimbabwe était interdite d'aller voter. On sait que l'opposition, il gagne une bonne partie de ses électeurs. Moi, je pense quand même que soit l'opposition s'est fait piéger en allant aux élections, ou quand même elle s'est entêtée en allant aux élections. Moi, je pense que, ce que je disais tout à l'heure, j'estime que les leviers pour qu'il y ait une élection libre et démocratique ne sont pas réunis. Il y a les boycotts. On peut boycotter, on peut tenir le pays dans une situation où il est ingérable. C'est ça. Mais est-ce que le cas du Zimbabwe n'est pas quelque peu particulier? Non, mais parce qu'à un moment donné, voyez-vous, au Zimbabwe, quand même, la communauté internationale avait commencé à faire quoi? Non, mais s'intéresser à ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu ce qui se passe là-bas. Avec, l'histoire des terres ou des gens qui sont dépossédés de leur... Il y a toute cette problématique-là qui a aujourd'hui fait que sur le plan économique, le Zimbabwe a perdu beaucoup. Mais surtout de ses soutiens ici, en Europe, l'Angleterre... le Royaume-Uni en général. Justement, si ils ne vont pas continuer, eux, ils ne vont pas quand même continuer à regarder faire. Ils vont à un moment donné activer leur levier pour essayer de changer la situation. Parce que, quelque part aussi, la Grande-Bretagne est perdante dans cette histoire. C'est le Zimbabwe, quiconque qui connaît l'histoire... Oui, que le Zimbabwe tente d'être réadmis au sein du Commonwealth. Justement, Commonwealth. Et c'est ça. Donc, la Grande-Bretagne va jouer sa partition, à mon avis, va essayer de faire en sorte qu'on aille vers, en tout cas, une transition, pour moi, une transition paisible, qui est... Paisible, qui garantit ses intérêts. Non, mais... Même si, moi je vais dire une chose. En somme, on compte sur la communauté internationale. Mais à un moment donné aussi, moi je pense que il faut faire confiance à cette capacité qu'ont les peuples africains à eux-mêmes. Mais c'est vrai, on n'est pas quand même tout le temps là à être paternaliste, à être dirigé par l'extérieur. On peut aujourd'hui être en mesure de pouvoir se prendre en charge. Quand je dis que la Grande-Bretagne peut jouer sur ces leviers, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une discussion autour d'une table, que les gens quand même se regardent normalement, comme on dit, face à face, et discuter des problèmes de ce pays-là. Parce que ça a quand même plus de 30 ans, 40 ans que ce pays est engouffré dans des difficultés. Il est temps aujourd'hui de sortir de ces difficultés-là. Donc je pense que, moi en tout cas, je suis confiant pour qu'il y ait, parce que de toute façon, on ne peut pas faire, comme l'on dit, une omelette sans casser les œufs. C'est exactement, on est dans cette phase de sortie de crise, et moi je suis confiant qu'à un moment donné,
au Zimbabwe, on arrivera effectivement à ce que ces problèmes puissent être réglés. En tout cas, moi, je suis confiant. En tout cas, je pense que c'est être bien optimiste de voir déjà la sortie de crise alors que la crise est à peine en train de s'installer. Du moins, la crise post-électorale. Lorsqu'on dit que le Zimbabwe est depuis 40 ans dans les problèmes, mais justement, d'où viennent les problèmes? D'où viennent les problèmes? Les problèmes viennent parce qu'un individu, un parti, a confisqué le pouvoir en décidant de pratiquer la politique du bâton, c'est-à-dire se donner le droit de réprimer et le refus d'écouter les populations. Voilà le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en arrive là. Donc si on veut régler ce problème, on doit finir avec la politique du bâton qui consiste à réprimer et à ne pas écouter les populations. Or, les populations s'expriment par le vote. Lorsqu'on décide déjà que les Zimbabwéens de la diaspora ne votent pas parce qu'on sait qu'ils ne sont pas favorables au pouvoir en place, c'est les priver de leurs droits. C'est un droit fondamental que de pouvoir choisir ses propres dirigeants. Et donc on se rend compte que là, il y a la fraude qui était déjà organisée. Et je veux finir en lisant l'un des... comment il s'appelle? Il s'appelle Ibo Mondanza. C'est un analyste du groupe de réflexion Southern African Political Economy Series. Il a dit « Nous avons été naïfs, y compris la communauté internationale. Cette organisation est basée à Harare. » Il a ajouté « Nous avons refusé d'appeler un coup et la communauté internationale a été naïve de penser que les élections seraient libres et justes sous un gouvernement militaire. » Voilà, moi je partage ce point de vue, ils ont été naïfs. C'est un gouvernement militaire qui a organisé des élections et c'était naïf de penser qu'ils organiseraient une élection transparente. Ils sont dans la logique d'Omar Bongo Ondimba. On n'organise plus une élection pour la perdre. Alors, il faut dire, Laurence, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur les causes de cette situation zimbabwéenne aujourd'hui. Les causes, il ne faut pas les chercher au Zimbabwe, il faut les chercher en Grande-Bretagne. Souvenez-vous du discours de Tony Blair qui dit à Robert Mugabe, ou bien c'était Margaret Thatcher, c'était avant Tony Blair, nous vous avions rien promis, alors qu'il y avait des accords lors de l'indépendance de ce pays. Les problèmes viennent à la base de ces accords que la Grande-Bretagne n'a jamais voulu respecter et Robert Mugabe s'est braqué et est devenu le dictateur que nous avons connu. Donc ne cherchons pas toujours sur les feuilles les causes du problème, allons chercher à la racine. Donc cette communauté dite internationale à la tête de laquelle la Grande-Bretagne est la première responsable des problèmes zimbabwéens, la première responsable des problèmes en Afrique. Je ne le nie pas, excusez-moi, je ne le nie pas, mais sauf que quand Robert Mugabe décide de se braquer et de devenir dictateur, il ne fait pas de mal aux Britanniques. Il ne fait pas de mal à la Grande-Bretagne. Il confisque la liberté de ceux qu'il appelle son peuple. Il travaille à la misère de ceux qu'il appelle son peuple. Et après 37 ans de Mugabe, on a 90% de chômage chez les jeunes. Voilà le problème. C'est vrai, la communauté internationale a ses responsabilités. On a le même problème avec les accords postcoloniaux avec la France. Mais ces dictateurs qui sont des nôtres, qui sont de nos pays, qui ont la couleur de notre peau, qui mangent la même nourriture que nous, lorsqu'ils décident de s'arroger le pouvoir et en voulant réagir contre la fameuse communauté internationale, en faisant du mal à leur propre peuple, finalement, qui est perdant dans l'affaire, c'est toujours le peuple. Tidiane Dabo, vous voulez intervenir? Oui, moi je pense que le jour où le peuple décide d'en finir, on n'y peut rien. On a vu ce qui s'est passé au Burkina. Je pense que on ne peut pas dire tout le temps que le peuple est contre ces gouvernants-là, soit le peuple est complice en acceptant ce qui se passe là-bas, ou tout simplement, la réalité, elle est tout autre, à savoir que, en général, les partis qui soi-disant confisquent le pouvoir, ont quand même leur base. Par rapport à l'opposition, ils sont organisés, structurés, par rapport à l'opposition. Donc, ils peuvent sortir des élections, mais en les gagnant normalement. Et donc, je pense que peut-être on est dans une logique de dire, lorsqu'on est dans un soi-disant parti unique, ce que nous connaissons avant les années 90, quand on est dans cette logique-là, ben, on ne peut pas organiser des élections qui sont libres parce que c'est le parti unique. Je reviendrai ici débattre avec vous sur le cas du Sénégal. Ça arrive bientôt. Alors, justement, vous avez... Oui. Je voudrais juste insister sur le fait aussi de dire que moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire, voilà, on ne peut pas
quand on est au pouvoir, on ne peut pas organiser des élections comme ça. Mais c'est un fait. Non, mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on peut organiser des élections, même en étant au pouvoir, on organise des élections, on perd des élections. Ça arrive au Sénégal, ça arrive au Ghana, ça arrive mais sauf qu'en Afrique, beaucoup de présidents ne l'acceptent pas et continuent mais parce que tant que le peuple ne se dresse pas contre cela, je vais vous dire, mais ça va continuer le peuple s'est dressé. Le peuple qui doit se dresser. Oui, excusez-moi, laissez-moi finir. Non, le peuple vient même de se dresser au Zimbabwe. L'armée est venue. Jacques Attali a sorti un article, une tribune dans Le Monde le 29 août dernier 2018. Et le titre de cette tribune, c'était « Comment faire tomber un dictateur ». Et qu'est-ce que Jacques Attali dit dans sa tribune? Et là, il reprend les propos de Gene Sharp, qui a étudié les dictatures avant lui, et Zdroj Popović, pour ne citer que cela. Il reconnaît qu'un dictateur ne tombe que si le peuple accepte de mourir. Voilà. Donc dire que le peuple doit se lever comme ça, comme si c'était aussi simple. On cite le Burkina, mais au Burkina, il y a eu 32 morts. À un moment donné, en 2014, en octobre 2014, il y a eu 32 morts. Ça, c'est les morts qu'on connaît. Et en amont, il y avait eu un travail de Thomas Sankara. Bien sûr. Pourquoi faut-il que les populations soient obligées de mourir sous les balles d'un régime pour pouvoir le dégager? C'est ça le problème aujourd'hui. Si c'est la seule voie qui est offerte aux populations, c'est dommage. Parce que d'un autre côté, c'est par l'élection qu'on devrait y arriver. Mais si on organise des élections et qu'on n'y arrive pas, et que finalement la solution, c'est encore que le sang de cette population coule, parce que ces gens sont prêts à tuer et ils tuent. Au Zimbabwe, on vient encore de le voir. C'est contre ça qu'on doit s'élever et leur dire non, nous devons arriver à des élections transparentes, et c'est le sens de notre campagne Tournons la page, et leur dire qu'il y a une vie après le pouvoir, comme disait Barack Obama. Accepter de partir et laisser les populations libres de leur choix. Alors, une dernière question à Jackie Mouafo. Alors, la question qui se pose aussi pour le cas du Zimbabwe, si l'opposition était véritablement prête à aller à ces élections. On sait que depuis, ou même déjà avant, depuis le décès de Morgan Tsvangirai, l'opposition est devenue encore plus morcelée avec une guerre de leadership. Est-ce que le MDC est prêt? Vous savez comment ça se passe, Zahra? Il y a toujours quelqu'un du parti au pouvoir qui s'introduit dans les groupes d'opposition pour essayer de les fragiliser. C'est pas nouveau, c'est partout comme ça en Afrique. Est-ce que l'opposition était prête? On pourrait vous dire oui, d'autres vous diraient non, mais je suis certain que cette opposition-là était prête, car on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir opposant. On est opposant dans l'âme. Je peux me dire qu'on est grandi avec l'opposition à un système. Vous comprenez? Et étant donné que ce système-là existait depuis 40 ans, je pense que l'âge moyen des opposants doit être autour de ces 40 ans. Ils ont grandi dans ce système qui conteste. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas prêts. Prêt, ça signifie quoi? Prêt signifie quoi? Alors peut-être autour d'une candidature, de cette candidature de Nelson Chamisa. Il y a eu une candidature de Nelson Chamisa. Aujourd'hui, qui est arrivée quand même assez tardivement, il faut bien le dire. Qui est arrivée assez tardivement, mais qui est arrivée quand même. Qui a donc totalisé 49, presque 50%. 44. Alors donc, bon, 44, ok. L'autre, les chiffres officiels. Vous savez comment ça se passe? 44,3% des voix selon donc les chiffres officiels. Selon les chiffres officiels. Mais vous savez comment ça se passe? Donc, il faut arrêter de se mentir. Hein. Il faut arrêter de se mentir. Cette opposition-là, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas prête pour justifier le fait qu'elle n'ait pas gagné. Voilà. C'est une fausseté. Nous le savons tous. Non, je suis certain. C'est la dictature qui veut se maintenir et qui se serait maintenue même si le candidat de l'opposition avait remporté 90% des voix sur le terrain. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est que les élections, on ne lit pas le résultat des urnes. Ceux qui ont le pouvoir s'imposent par la force en venant donner les résultats qui les arrangent. Et lorsque la population veut manifester, on tire dessus et tout le monde rentre chez lui parce que personne ne veut mourir. Et la communauté dite internationale n'existe pas en ce moment, elle ferme les yeux. Tidiane Dabo, l'opposition avait déjà perdu avant même les élections. Avant même les élections, je pense que l'opposition, sachant ce qui allait... Parce qu'apparemment, l'opposition savait ce qui allait arriver. Apparemment, vous n'êtes pas certain. Moi, je ne suis pas certain. Non, parce dès le départ, l'opposition avait manifesté le fait qu'elle craignait que les élections ne se passent pas dans des conditions... Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, l'opposition y est allée.
accepter le processus et in fine, le processus peut être obligé d'aller à ces élections. De quelle marge de manœuvre? Parce que s'ils n'y vont pas, c'est un contexte de non-démocrate. Parce que qu'est-ce que va faire le pouvoir en place? Il va se fabriquer ses candidats, il va se fabriquer ses opposants et il va faire l'élection présidentielle quand même. C'est ça la difficulté. Non, quand même, il faut, quand on dit qu'on est dans un processus démocratique, il faut, non mais, en tout cas, c'est un processus démocratique parce qu'il y a des élections. Mais la démocratie ne se limite pas à organiser des élections. Il y a les élections, quand même, ça fait partie de la forme d'une démocratie. Il y a des élections. Qu'elles soient libres ou pas, il y a des élections qui ont eu lieu. L'opposition y est allée avec son candidat. L'opposition a fait un recours qui n'a pas été, qui a été recevable, mais les preuves fournies selon la Cour, ces preuves-là ne sont pas du tout acceptables. Voyez-vous? Donc, comme par hasard, mais à partir de ce moment-là, il faut accepter la décision qui est là et puis aller vers d'autres élections. Merci beaucoup. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants.